Le mondial des clubs commence aujourd'hui. C'était quelque chose qui allait se faire. Kike Recio, comment ça va? Très bien de Madridismo al dia. Comment tu vas, mec? Bonjour, très bonne. Cela allait se faire. Tu te souviens que ça devait se faire l'année de la pandémie, pas en 20, mais en 21, l'année suivante. Et tout a été reporté. Et ça va commencer en Chine. C'est-à-dire que c'est une idée que la FIFA avait depuis longtemps. Eh bien, là-bas, ça ne peut pas se faire. Et ce sera la première édition. Ça commence ce soir avec le match entre l'Inter Miami et l'Al-Ahly, et non Al-Hilal. Nous verrons si nous nous trompons pendant ces jours. Et je voulais passer en revue avec toi, en plus d'autres sujets liés à des postes clés au Real Madrid et à des noms propres, un peu le cadre et ce qui pourrait nous arriver et comment pourrait être ce mois de tournoi que nous n'avons jamais vécu, qui commence ce soir. Eh bien, en faisant un tour d'horizon par rapport au groupe, sur la manière dont toutes les avons répartis, je pense qu'il y a des points de favoritisme assez évidents. Même si dans certains cas, il peut y avoir un doute concernant celui qui, en théorie, doit se classer deuxième ou troisième. Mais je pense que c'est une série de groupes qui sont assez bien orientés dès le départ. Quelque chose que les jeunes diront, c'est surtout l'anti-madridista moyenne que j'entends beaucoup. Non, mais regarde quelles équipes il y a par là, dans n'importe quelle ligue au hasard. Je ne sais pas quoi. Voyons si vous pensez que l'Argentine, quand elle a gagné la Coupe du Monde, a affronté l'Espagne, l'Allemagne, le Brésil. Je veux dire que toujours dans les Coupes du Monde de sélection, étant quelque chose au titre mondial, eh bien, vous rencontrez évidemment sélection de confédération de rang inférieur. Cela s'applique aux clubs. Il y a des équipes d'Australie, d'Afrique, d'Asie, et c'est normal. C'est quelque chose de logique. Mais à partir de là, Miguel, je pense qu'il est vrai qu'il y a des groupes assez définis. Oui, évidemment, c'est une Coupe du Monde et une Coupe du Monde, l'Al-Hilal de Tours. Et on est une Coupe du Monde de sélection. Cela pourrait être ce que je te dis en Slovénie. Mettons, c'est normal. Effectivement, comme tu dis, l'Argentine a perdu le premier match contre l'Arabie Saoudite à la Coupe du Monde au Qatar, qu'elle finit par gagner. Et une Coupe du Monde passe aussi par ça. Écoute, tu t'es qualifié, ça se ressent, mais l'antimadridisme va être un récit pendant tous ces jours. Qui, quand ils le joueront, il aura de la valeur. Là, il aura de la valeur. Écoute, Marcotte, commençons par le groupe. Voyons, Real Madrid, Al-Hilal, Pachuca, Salzbourg. Premier match contre Al-Hilal, deuxième contre Pachuca, si je ne me trompe pas, et troisième contre Salzbourg. Que c'est une des trois équipes que, ce que je sais, c'est que les Arabes ont recruté, ils ont bien recruté et ils ont recruté rien de moins que, je ne sais pas si cela donnera le temps à beaucoup de choses, Simone Inzaghi comme nouvel entraîneur. Y a-t-il quelque chose là-dedans qui te donne un peu de, au moins, de respect dans cette phase de groupe? C'est dans... Ombre, voyons, je respecte tout, le maximum aux trois équipes. Nous avons connu Pachuca lors du Mundialito, qui serait en effet comme tel le Mundialito, qui a gagné le Real Madrid. A aussi gagné contre Pachuca dans l'un des matchs, nous les connaissons. Il y a Al-Hilal, qui vraiment, à titre de puissance, par exemple, est considéré comme plus puissant qu'Al-Nasr. Par exemple, Cristiano Ronaldo. Je dis juste pour faire une comparaison avec une équipe ultra connue à l'échelle mondiale. Et puis nous avons Salzbourg, qui sincèrement, nous avons rencontré Salzburgo en Ligue des Champions comme une équipe extrêmement jeune, comme une équipe vraiment, jusqu'à aujourd'hui, éminemment avec des problèmes et des lacunes en défense. Au moins ce qu'il en était cette année, que nous avons appris de lui, une équipe de qualification courageuse, mais avec des problèmes derrière. Ainsi, en théorie, le Madrid devrait être premier, selon moi. Mais la deuxième place ici, par exemple, et c'est ce que je dis, ici c'est très ouvert. Ici, il n'y a pas de deuxième aussi clair. Bien que si je dois m'avancer, je pense que l'Angers Hilal peut être une équipe, certes avec un nouvel entraîneur, mais un grand entraîneur comme Simone Inzaghi. Il me semble que c'est très important. Et puis, il faut prendre en compte une chose, et je vais le dire pour tout le monde, il faut tenir compte qu'il y a des équipes qui émergent dans des compétitions à des moments clés ou importants, que ce soit la Libertadores, la Coupe sud-américaine ou d'autres types de tournois. Je le dis pour prendre en considération tout ce processus. Là, au Red Bull Salzbourg, Jürgen Klopp interviendra, je ne sais pas jusqu'à quel point, comme superviseur de toutes les équipes Red Bull. Nous l'avons vu, nous les avons déjà affrontés. Ce sont des rivaux qui, comme tu le disais,
Dans l'Intercontinental Pachuca, attends, quelque chose du journal Olé m'est apparu ici. Voyons, enlever la publicité. Et puis, avant, il est allé à Salzbourg, au Bernabéu, pour la Ligue des Champions. Et bon, ici, pour la deuxième place, regarde, cela nous importerait peu si nous sommes premiers. Mais bien sûr, le problème se complique déjà en huitième, parce que tu joues avec un groupe. Si tu es premier du H, tu joues avec le deuxième du G. Si tu es deuxième du H, tu rencontres le premier du groupe G, c'est-à-dire Manchester City ou Juventus. On comprend, car Manchester City s'est renforcé et c'est encore très bien renforcé. Renverser le marché avec beaucoup d'argent. Et depuis l'hiver, on comprend que l'équipe anglaise serait première et la Juventus deuxième. Attention, ce n'est pas forcément le cas complètement, mais déjà en huitième, ce sont des adversaires déjà coriaces. Oui, c'est pour ça. Et les groupes G et H illustrent très bien ce que je viens de commenter. Le groupe H est un groupe ouvert à la deuxième place où tous peuvent y travailler, où Al Hilal, Pachuca et Salzbourg peuvent parfaitement viser la deuxième place. Et bien que pour moi, et il y a moins de chances pour Salzbourg, le moins. Mais dans le groupe G, par exemple, la différence entre les deux premiers est super différenciée, qui devrait être City, Juventus, et je te dirais que le City avec la Juventus aussi. Il y a comme tu sais, une différence importante. Il faut dire que la Juve, cette année, a terminé en 4e position dans la Ligue italienne, qu'il y a eu pas mal de conflits footballistiques. Ils ne sont pas encore dans ce... En fait, il y a des équipes, par exemple, comme l'Atalanta, qui ont pas mieux travaillé dernièrement, pour donner un exemple, non? Et qui ont moins de prestige que la Juve. Donc Manchester City, clairement, pour moi, en premier. De plus, ils se sont bien renforcés. Ils vont avoir des joueurs comme Gianni Renders, Ryan Cherki, pour donner un exemple. Et nous savons déjà ce qu'ils ont investi. Et je pense que ce City va se reconvertir peu à peu, y compris dans ce mondial, en un City qui est plus reconnaissable à ce que nous avons vu. À ce que nous avons vu, pas cette année, que nous avons vu à une échelle basse, à une échelle plus semblable à ce qu'a été le City dernièrement. Avec Rodri déjà rétabli. Je ne sais pas dans quelle mesure, mais avec Rodri déjà rétabli. Et avec du sang neuf et de nouveaux joueurs, d'autres qui s'en vont, comme Kevin De Bruyne. Je crois qu'il y a eu un nettoyage et une régénération et des joueurs qui vont également se confirmer. Oui, et avec Xerki, que nous avons déjà vu l'autre jour lors de l'Espagne-France des Nations, mec, un type qui entre et change un match que son équipe perd 5-1. Très prometteur. Je l'ai vu l'autre jour réaliser une série de tirs depuis l'extérieur de la surface avec la droite et la gauche de la même manière. Donc ambidextre, mais totalement et absolument. C'est ça qui a beaucoup fait parler pour le Real Madrid. Zidane l'adorait quand il avait 18 ans. Je l'ai analysé dans le territoire scout de la chaîne que j'avais et c'était une allure bestiale et il l'a confirmé. Eh bien oui. Compléter le groupe G, loin de la maison de Casablanca et de l'Al-Haïn. Voyons, Al-Hilal, Al-Ahli et Al-Haïn. Nous allons essayer de les différencier. Bon, c'est clair, je pense que l'équipe anglaise et l'équipe italienne seraient nos rivaux. Et puis, dans le tableau de droite, c'est là que nous pensons que Madrid va passer. Bien sûr, ici, cela pourrait être le premier du groupe B, c'est-à-dire tu le verrais une demi-finale, non? De Paris Saint-Germain, sauf si l'Atlético de Madrid est le contraire. Je ne le crois pas, non? Que c'est l'un des premiers matchs. Je crois que dès dimanche, déjà, nous avons ce grand match. Un Chelsea peut apparaître là, qui pourrait être le premier du groupe D, formé par Flamengo, l'Espérance. Et pas Léon, mais finalement, c'était entre Américain et le. C'est l'Amérique, n'est-ce pas? À la fin, je crois. Je pense que c'est la règle. Je crois qu'au final, l'Américain ne s'est pas qualifié, mais bon. Correct. L'équipe dans laquelle il a joué, dans laquelle on jouait, eh bien, Carlos Vela et Gareth Bale lui-même, non? Avec laquelle ils ont gagné la Ligue, la MLS. Bon, là, évidemment, le Chelsea inquiète qui pourrait aussi nous tomber dessus. Et tu crois que ce Madrid, mec, est prêt pour, par exemple, Manchester City, Chelsea, Paris Saint-Germain? C'est-à-dire, bien sûr, il y a des gens qui rient de la Coupe du Monde des clubs, d'accord? OK. Mais on a finalement City, Chelsea, Paris Saint-Germain? Voyons, bien sûr. C'est que ça. C'est ce à quoi a fait face, souviens-toi, le Real Madrid, pour arriver avec Ancelotti en finale de la fin de 22. Exactement. PSG, City, Chelsea, qui continuent dans d'autres contextes et tout, mais des clubs d'un prestige incroyable. C'est-à-dire des équipes super top. Chelsea, champion de la conférence, c'est vrai que la conférence est ce qu'elle est, mais Chelsea, c'est clair qu'avec Enzo Maresca, a beaucoup progressé. Je pense que c'est une équipe qui s'est beaucoup améliorée.
En particulier, Cole Palmer est pour moi la grande star de Chelsea, un joueur extraordinaire, issu du centre de formation de City. City, nous l'avons déjà dit, et le PSG est pour moi le grand favori pour gagner le tournoi, par le football en tant que champion d'Europe, qui est la compétition, la Ligue des Champions. Avec ce qu'il a, pour moi, le favori, c'est le PSG. Oui, oui, non, pour moi aussi, à cause de comment la saison s'est terminée, je vois que l'autre côté du tableau, je ne veux pas penser mal. Je me souviens de la dernière Copa América, comment c'était, non? Et quelques autres championnats. Ça, alors, il me vient à l'esprit que le seul gros pourrait être le Bayern, mec. Le Bayern. Le Bayern ensuite, bon, l'Inter, non? Et l'Inter, le Bayern. Et celui qui tomberait entre l'Atlético de Madrid, PSG, le deuxième, irait là-bas. Et le deuxième par là-bas, mais je pense que le côté droit du tableau est plus fort. Oui. Oui, oui. C'est-à-dire, le côté droit, a priori, effectivement, est plus fort. Ensuite, nous aurions le champion du groupe E, qui est entre l'Inter et River. Je pense que ce sera l'Inter, mais oui, oui. A priori, le côté puissant est celui où se trouve Madrid d'une, c'est-à-dire ce côté difficile. Bon, bien que je n'ai pas inclus le fait que si le premier du groupe G est cité, il irait du côté gauche, à gauche, correct? Mais vraiment penser, c'est-à-dire, par exemple, c'est-à-dire que moi, le City, des groupes qu'il y a en phase de groupe, ceux que je vois plus clairement qui vont être premiers sont le Bayern de Munich, pour moi très clair, Manchester City, oui, très clair, et le Real Madrid. Oui, parce que le PSG Atlético de Madrid, bien que le PSG soit meilleur, mais bon, l'Atlético peut lui titiller, non? Pour moi, le groupe le plus ouvert, les deux plus ouverts, sont ceux où se trouvent les Brésiliens, tant Flu que Palmeiras. Parce que Fluminense, qui est passé par une phase de tout type, l'année dernière, champion de la Libertadores, maintenant la Sudamericana, dans une ligue irrégulière. Le Borussia Dortmund n'est pas une équipe si puissante d'Europe qui n'a pas eu une grande ligue, mais c'est une équipe qui en Champions a joué contre le Barça. En fait, elle l'avait là. C'est une équipe bizarre. Mais là, Fluminense et Dortmund peuvent se disputer très clairement. Je pense que Fluminense peut se battre. Parce qu'ensuite, il y a les Asiatiques. Là, l'équipe est coréenne. Elle est là-dedans, je crois, dans ce groupe. Et ensuite, Palmeiras a été, je ne vais pas dire dominant au Brésil, mais je crois qu'ils ont gagné 2 des 4 dernières ligues. Ça me dit quelque chose. Eh bien, tu as de bonnes informations sur le football brésilien chez toi, non? Oui, pour ça. Et Palmeiras a été une équipe extrêmement compétitive. En fait, elle a récemment été meilleure que Flamengo, que nous avons aussi, bien que Flamengo ait des chances de finir deuxième, Chelsea, etc. Et puis, Botafogo. Attention à Botafogo dans le groupe de l'Atlético de Madrid. Attention à Botafogo. Que Botafogo en ce moment est une équipe, pour moi, du Brésil top 4. Eh bien, nous verrons ce qui se passe. Madrid fait ses débuts mercredi. Ce soir, la Coupe du Monde commence avec ce match entre l'Inter de Miami, de Messi, Suarez et Busquets et compagnie contre Al Ahly. Et eh bien, il y a un attrait ici qui est de voir River, n'est-ce pas, pour Mastantuono, dont nous parlerons tout de suite. Avant, je voulais te demander à propos de la liste du Madrid et tout ça, mais tout de suite après, nous parlerons de Mastantuono et si tu vas rester, parce que nous devrons rester éveillés tard pour regarder les matchs de River. Mais je voulais te demander à propos des courses, parce que nous avons eu une déception cette semaine et nous n'avons pas parlé du sujet. Je ne sais pas ce que tu as dit sur ta chaîne. Qu'en as-tu pensé? Si Madrid aurait dû être dans ce sens un peu plus embêtant, peut-être avoir exploré la voie de Manchester United, celle de bon, allez, achète-le et je te le paie 40, tu gagnes 22 millions parce qu'ils auraient payé 18. Nous savions tous que c'était un négociateur très dur, enfin pas un négociateur, il a dit la clause et c'est tout. Le Benfica, et nous ne savons pas s'il a demandé plus parce que le gamin est au mondial des clubs avec le Real Madrid, ce que je pense que ça doit être un peu pour ça, non? Pour moi, ici, il y a 2 points très importants dans l'incertitude. Car moi-même, je n'ai pas l'information, je ne suis pas là, mais il y a 2 questions qui peuvent me venir à l'esprit, n'est-ce pas? D'une part, il n'était pas tout à fait clair que si tu payais la clause, tu l'emportais en raison de la situation des contrats avec un mondial de clubs en cours. C'est-à-dire, je crois qu'à partir du premier, c'est quand tu l'emportais. C'est-à-dire, ce n'était pas la clause typique que tu payes et c'en est fini. À partir du 1er juillet, ça va déjà être le cas en théorie. Mais on aurait pu faire en sorte que le garçon ait joué peut-être en mettant plus d'argent et peut-être que Madrid n'a pas voulu passer par là, non? Et ils n'ont pas voulu activer le thème de United. Non, et le sujet de United, je pense qu'on n'a jamais voulu l'activer parce que je pense que Madrid, dans ce sens, a voulu faire tout avec Benfica et avec Benfica, il veut même maintenir une bonne relation. Madrid aimait avoir de très bonnes relations avec des clubs qu'il sait qu'il devra un jour solliciter, comme cela pourrait être le Benfica.
on ne sait jamais pour l'avenir, n'est-ce pas? Tu ne veux pas avoir une relation envenimée. Il est possible que eh bien, des gens comme Ricardo Ramos Neira ont parlé d'échange de documents. C'est-à-dire, cela donnait l'impression qu'il y avait un processus très avancé. Je crois qu'il y a eu un excès d'optimisme de la part de Madrid concernant des courses. Je pense qu'il y a eu là un excès d'optimisme. Je ne niaque pas que ceci a pu être considéré comme très finalisé, mais bien sûr, je pense que Benfica aura également dit, bien sûr, je te laisse le joueur, je m'invente pour 48 millions. Ici, nous n'exécutons pas la clause, mais pratiquement pour que ce soit quelque chose de négociable. Mais putain, c'est que moi je le veux. Bien sûr, tu vas me le prendre pour la Coupe du Monde et moi je dispute comme toi la Coupe du Monde. Alors, comme tu as payé un extra pour Arnold, et ce sont des contextes différents, mais similaires, dans le sens où les contrats ont une validité différente cette année. Alors, cette partie salariale, c'est toi qui t'en charges et tu la payes. Ou tu me payes un extra pour l'emmener à la Coupe du Monde. Quoi qu'il en soit, je pense qu'au final, cela ne va pas économiquement mal pour Madrid de le faire dans l'exercice suivant, au niveau de la saison. Que cela a aussi pu avoir un impact au moment de presser ou de serrer. Peut-être que Madrid disait, bon, mais ici, je paye 45. On avait dit que ça avait été conclu à 45. Mais si je dois arriver au 1er juillet et... Disons-le ainsi, c'est plus confortable pour moi de le créditer dans mes comptes. Donc, si ensuite je dois payer 50 plus un bonus pour une raison quelconque, je préfère payer 50 plus un bonus à partir du 1er juillet que 45, 48. Cela peut être dû à de nombreuses choses. Un sujet économique, le fait de simplement ne pas être parvenu à un accord. C'est-à-dire, il peut y avoir de nombreuses situations. Oui, et un excès d'optimisme peut-être, ce que tu mentionnais au début, non? Un excès d'optimisme parce que bien sûr, Florentino est un grand négociateur. Le Madrid réussit plus souvent qu'il ne se trompe sur le marché, bien sûr, sauf pour certaines choses que nous avons vues ces dernières années. Je veux dire, c'est le doute raisonnable de merde, pourquoi vas-tu payer 50 pour des courses alors que l'année dernière, tu avais Davis pour cela ou même pour un peu moins? Et ce que nous avons vu avec les centraux, avec l'Euro et avec Osim. Maintenant, moi, aujourd'hui, je ne change pas Osim par l'Euro, mais l'année dernière, nous en avions besoin pareil, et ici peut-être, donc, à pêcher un peu d'optimisme. Et voilà. Alors, est-ce résoluble? Je veux dire, Fran Garcia, pour la Coupe du Monde des clubs, hein, l'année prochaine, c'est déjà autre chose à partir du 1er juillet. Mais est-ce que cela était résolvable au niveau sportif? C'est-à-dire, crois-tu en Fran Garcia comme arrière-gauche à Madrid? Et qui serait son remplaçant pour toi? Voyons. Je ne crois pas que Fran Garcia soit un titulaire sur le côté gauche au Real Madrid. Je crois qu'il peut être un joueur, disons, spécifique pour quelques minutes dans des contextes très particuliers ou jouer des matchs contre des équipes de niveau modeste et te donner une pause. C'est un plan de secours. C'est un plan de secours. Ce n'est pas un 20. Exactement. Mais il peut être un joueur 19-20 de l'équipe. Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi ne pourrait-il pas l'être? Mais le problème de Fran est un peu similaire à celui de Lucas Vázquez, avec moins de professionnalisme, non pas parce qu'il n'est pas professionnel, mais parce que Lucas a une expérience que Fran n'a pas. Je veux dire que Lucas Vázquez, le problème qu'il avait, bien que son rendement est généralement baissé, c'est qu'il a dû jouer plus que ce que son niveau devrait. Non. Son niveau actuel, ça te fait penser que si tu dois compter sur un joueur comme ça n'ira pas bien pour toi parce que c'est un joueur avec des limitations. Alors le sujet de Fran est le même. C'est un problème que Fran joue contre Salzbourg, Pachuca, Al-Hilal. A priori, cela ne devrait pas être un grand problème parce que ce sont des types de matchs qu'il peut aborder à son niveau. Mais le problème est que plus tard, tu vas te retrouver face à des Muras, tu vas te retrouver en théorie face à un City, tu vas te retrouver face à un PSG, c'est-à-dire des équipes qui en théorie, je le répète, en théorie, si tu y vas avec le respect compétitif, vont te demander et exiger beaucoup plus et là, il va souffrir face à des joueurs de plus de talent. C'est mon sensation. Dans ce cas, comme remplacement, il y a deux noms qui viennent de la cantera. L'un est Jussi, le latéral gauche titulaire du Real Madrid Castilla, avec Raúl à plusieurs moments de la saison précédente, qu'Arbeloa a très bien connu, après une magnifique saison 22-23 chez les juniors, avec de nombreux matchs remarquables en Youth League. Et cela pourrait être lui par expérience par rapport à Diego Aguado, cela pourrait être. Mais c'est vrai que pour moi, Diego Aguado, qui a joué avec la première équipe contre la Deportiva Minera en Coupe du Roi en tant que défenseur central, peut jouer en défense centrale gauche ou en tant que latéral gauche, ce qui est la dernière position pour laquelle Arbeloa l'a utilisé dans l'équipe des jeunes A. C'est un joueur récemment jeune par l'âge, mais que sa maturité, sa conduite, ses progressions, ses passes, sa maturité, t'invite à penser que ses 18 ans révolus sont plus mûrs que les typiques 18 d'un gamin. Par projet, Diego Aguado a plus de coffre que Jussi. Étant un joueur très combatif, pugnace, je vois Diego Aguado supérieur. Crois-tu qu'il fera quelque chose d'étrange?
enfin pas si étrange, car nous avons vu cela dans le Madrid d'Ancelotti. Cela peut être une chose étrange ou disons quelque chose d'un peu avant-gardiste. Cela peut être aussi une gardiolade, mais nous rappellerait des choses qu'Ancelotti a déjà faites depuis, je me moque de la position, mais ici, j'ai un des grands, c'est-à-dire Carvajal à un moment donné en tant qu'arrière gauche, même ce Carvajal tout juste sorti de blessure parce qu'il ne fait pas confiance aux autres, Xabi Alonso va-t-il faire ses Angelotadas ou pas? Tu es certain qu'il y a des joueurs qui sont arrière gauche. Voyons, il est vrai que sur le plan tactique, Xabi Alonso laisse les joueurs occuper les espaces librement. De là à mettre 2 arrières droits et un gauche, je ne le vois plus. Mais, oui, là, c'est que Xabi Alonso apprécie beaucoup cela. Il est souvent de l'idée que peu importe qui occupe l'espace, mais il doit être occupé par quelqu'un pour que la pression soit bien exercée ou pour que la sortie soit bien effectuée avec ou sans ballon. Mais de la même manière, je ne vois pas Carvajal et Arnold jouer ensemble en latéraux, l'un à gauche et l'autre à droite. Je ne vois pas non plus Arnold en milieu intérieur, ce que nous avons également vu avec Southgate à Liverpool, parfois aux côtés de Fabinho, il me semble par exemple, à une certaine période du club. Et Henderson, si je ne me trompe pas. Non, je pense qu'il va jouer comme ailier, comme latéral, et c'est tout. Et il va se battre. Avec lui, avec Carvajal, d'accord, c'est tout, je veux l'en venir. Pour finir, dernier sujet, le sujet des postes clés. Tu l'as plus ou moins déjà mentionné. Ce qui concerne Carvajal, Trent Alexander-Arnold, pour qui penses-tu? Je crois que pour le mondial, c'est évident. Mais déjà pendant la saison, bon, je crois que c'est également évident car tu viens de recruter Trent Alexander-Arnold, mais allons. L'Anglais va-t-il être le titulaire et Carvajal va-t-il être relégué à une position de banc? Comment penses-tu que va se régler la répartition des minutes? Parce que Carvajal doit jouer. Carvajal a son regard tourné aussi vers la Coupe du monde des sélections de l'année prochaine et c'est un homme très important. Oui, ce qui se passe, c'est qu'il y a une phrase et des déclarations il y a environ un mois et demi de Carvajal qui m'ont amené à penser qu'il va assumer un rôle différent de celui qu'il a eu. Non pas en tant que leader, cela il va continuer de l'avoir comme homme de l'usine Made in ADN Real Madrid. Mais je pense qu'il va effectivement assumer un rôle plus Modric, dans le sens de, je fais référence au Modric actuel, que je crois qu'il sera davantage un joueur d'expérience de vestiaire pour ajouter des minutes quand l'équipe en aura besoin. Mais je pense qu'il assume et digère qu'il déjà, sa carrière, disons qu'elle est à la limite. En fait, il a dit lui-même qu'il ne lui restait pas trop longtemps avant que sa carrière se termine. Je pense que lui-même est une personne honorable au niveau professionnel et qu'il sait que ses meilleurs jours sont passés, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas encore avoir de très bons jours, mais ses meilleurs matchs, peut-être, sont déjà passés en termes de volume, de quantité. Alors, je crois qu'Arnold sera titulaire indiscutable si Arnold ne fait pas de bêtises, parce que, comme on dit, si on ne fait pas de bêtises, de jouer mal, et ce qui arrive dans le football, dans la vie, cela ne devrait pas arriver, parce qu'il est très bon. Alors, je ne crois pas. Je pense que Carvajal va être jouant, mais des gens comme Carvajal, et je pense que Rudiger peut aussi être un peu inclus dans cela, à sa manière Militao aussi, pour des raisons physiques, vont devoir assumer un rôle un peu différent de celui qu'ils ont eu en raison de circonstances. Et ceux qui reviennent de blessures et sont dans une situation compliquée et doivent progresser progressivement, ça, ils doivent le comprendre. Enfin, Mastantuono, et nous sommes déjà en août, le 15 août, ce garçon revient, ce garçon arrive parce que le 14 août, il est majeur. La Ligue sera sur le point de commencer, la pré-saison aura déjà commencé. Ce garçon devra s'adapter non seulement en termes d'âge, mais aussi du jeu. Et enfin, il ne faut pas se précipiter avec lui. Et je le dis parce que l'autre jour, Carreño disait non, il va être titulaire au Real Madrid. Bon, Xabi Alonso est sorti d'un entraînement et t'a appelé pour te le dire. Ce sont des choses, choses dont on parle parfois juste pour parler. Non, je le sais sûrement, il va être titulaire. Écoute, il t'a coûté l'argent qu'il t'a coûté. On parle aussi de lui. Mais ce garçon a besoin d'une adaptation. Mais toi, par exemple, le vois-tu déjà une fois la saison passée dans cette position de très probablement pouvoir être titulaire? C'est-à-dire, le vois-tu là comme milieu offensif ou collé à droite dans une attaque formée par Vinicius, Mbappé et l'Argentin? Par rôle et importance, il ne sera pas un Endrick, dans le sens où Endrick avait devant lui Mbappé, Vinicius et compagnie, et un Ancelotti au milieu. Chacun peut interpréter ça comme il veut. Je ne sais pas non plus s'il va être un indiscutable dès son arrivée. Vous voyez? C'est-à-dire, je pense qu'il y a un point hybride. Je crois que vous avez parlé précédemment en termes de progression. Il est possible qu'ils doivent progresser à partir de l'impact pour avancer en termes de temps de jeu. Alors, nous ne savons même pas si un milieu de terrain supplémentaire va arriver, ce qui pourrait créer un effet domino et que le centre du terrain soit peuplé par un autre joueur,
ce qui pourrait indirectement lui poser un problème pour être titulaire. Nous ne connaissons pas non plus le schéma. C'est compliqué. Nous ne savons pas s'il va jouer avec 3 attaquants, 2 attaquants en tant que tel. Je ne sais pas s'il va le mettre en 10 à la base, derrière les attaquants. Autrement dit, je veux dire, c'est compliqué. Oui, en termes de rôle, j'ai l'impression que c'est progressif, croissant. Ce ne sera pas une situation Hendrick, ce sera une situation meilleure dès le départ. Mais bien sûr que c'est comme tout. Si le gamin arrive et joue les 25 premières minutes dans le premier match de la Ligue, j'invente. Et il fait une passe décisive et un but spectaculaire en pleine lucarne, il va grandir. Bien sûr, c'est comme ça. Regarde, imaginons un spectre d'arrivée d'un jeune garçon. À un extrême, il y a Bellingham et à l'autre, il y a Güler-Hendrick. C'est-à-dire, il y a Bellingham qui doit être titulaire quoi qu'il arrive et il est arrivé avec 19 ans, mais rapidement, il a eu 20 ans. Et à l'autre, il y a Meritorios, ils arrivent tout jeunes avec l'envie d'avoir des minutes, mais logiquement, ils savent qu'ils vont rester sur le banc, comme il a littéralement dit. Ancelotti. Je pense que Mastantuono serait un peu au milieu. Mastantuono, je crois qu'il n'arrive pas avec cette... Et donc, il arrive plus jeune qu'eux, avec cette étiquette de Meritorio, voyons ce qui se passe avec moi, etc. Je pense qu'il arrive, pas autant que Bellingham pour être titulaire, loin de là, mais il arrive à un terme moyen. D'ailleurs, cela peut lui bénéficier maintenant d'une certaine manière et nous désavantager, car Bellingham est clé, mais l'opération, là, peut lui donner une opportunité durant le premier mois et demi de compétition, presque 2 mois où Bellingham ne sera pas là à cause de l'opération. Ils peuvent le faire entrer de manière très naturelle au poste de 10, derrière Mbappé et Vinicius, et remplir ce milieu de terrain avec le mélo Invention, Chouameni, Valverde et notre milieu de terrain. Maître Gouler, Maître Camavinga, ou si un transfert d'un milieu de terrain apparaît, je ne vais pas dire le nom parce que je ne le sais pas. Mais il est vrai qu'il peut avoir cette voie d'entrée. Si Nico Paz ne vient pas non plus, ce qui semble être le cas, là il pourrait effectivement avoir une entrée de départ plus simple que si Bellingham était en pleine forme dès le début. Ce sera déjà en haut. Nous allons parler au cours de ces semaines de ce que nous verrons à la Coupe du Monde des clubs, que nous avons hâte de voir commencer. Et rien ici, je te le remercie beaucoup, mec. Aimez cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, aussi à celle de Kike, qui a d'ailleurs commencé une nouvelle aventure dans un truc qui s'appelle Pick-up. Et nous avons déjà été en direct avec lui et nous le serons toutes les semaines. Kike, une grosse accolade, mec. Un câlin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.